Bonsoir à tous. Donc aujourd'hui, nous allons voir le premier volet de la Seconde Guerre mondiale, donc la drôle de guerre et la campagne de France. Il va y avoir 4 volets. Chaque volet, je vais traiter que de l'aviation française. Pourquoi? Parce que j'aurais jamais assez d'une heure s'il fallait que je parle de toutes les aviations. Et je parle plutôt d'un domaine que je connais que plutôt un autre domaine où je suis moins connaisseur. Même si je reste, comme je l'ai dit, un érudit, donc je peux dire des conneries, ça peut arriver. Donc aujourd'hui, la Seconde Guerre mondiale, le premier volet, ça va être 1939-1940, donc la drôle de guerre et la campagne de France. Et je vous donnerai à la fin les 3 autres volets pour vous dire qu'est-ce que j'aborderai. Donc mon plan, si ça veut bien se mettre, est le suivant. Donc dans un premier temps, je vais vous parler des forces en présence pendant la drôle de guerre. Puis je vais vous parler de la drôle de guerre, est-ce que c'était vraiment une drôle de guerre, et la campagne de France. Donc dans les forces en présence, vous voyez que la Luftwaffe aligne théoriquement 432 avions, 512 avions théoriquement, 432 chasseurs. En première disponibilité, il y en a 432. L'armée de l'air, elle aligne 598. Alors pourquoi ce faible nombre d'avions de la Luftwaffe? Parce qu'elle est occupée en Pologne. Et les avions de la Royal Air Force, là, je ne parle que des avions qui sont sur le territoire national, c'est-à-dire en métropole. Donc, il y a 32 appareils qui arrivent le 9 septembre, 48 appareils en tout qui arrivent le 10 et les 64 qui arrivent le 15 septembre, etc., nombre de bombardiers, etc. Donc, en gros, la Luftwaffe aligne sur le papier 1101 appareils, 897 qui sont immédiatement disponibles pour 2034 appareils de l'armée de l'air. Mais avec des avions de l'armée de l'air qui sont un peu moins opérationnels, je veux dire un peu moins modernes, pardon, que la Luftwaffe. En plus, la Luftwaffe, elle a pratiquement terminé son programme de modernisation. Bon, elle possède quelques lacunes, certes, mais voilà. Donc, elle est organisée en flotte aérienne. La première et la 4 est en Pologne. La 3 est au sud. Donc, on n'est pas concerné et on est vraiment concerné que par la 2 qui, elle, va s'occuper de nous, si je peux le dire ainsi. Donc, qu'est-ce qu'on a en face de nous au niveau chasseur? Alors, malgré la légende qui ne parle que des Emile, c'est-à-dire le Messerschmitt 109E, en fait, il y a des B, des C et des D en 39. Les B et les C sont inférieurs aux Hurricanes, a priori, ainsi que les Morane Saulnier 406. Ils sont aussi inférieurs au Curtiss 75. Le D est équivalent, a priori, aux 3 que je viens de citer. Le B, le C et D possèdent un armement moindre que les 3 chasseurs alliés. Par contre, le E, alors là, c'est clair et net, il surpasse tout le monde. Moteur Daimler-Benz 601 de 1100 chevaux, 555 km/h. Et l'avion que vous voyez en bas à droite, c'est un Messerschmitt Bf 110. Voilà. Donc lui, il a 2 moteurs DB 601. C'est pas pour ça qu'il va plus vite. Il gagne juste 5 km/h, parce qu'il a une vitesse de 560 km/h. En ce qui concerne les bombardiers, la Luftwaffe va aligner pendant cette période le Henkel 111 que vous voyez en haut à gauche, le Dornier 17. Donc, ce sont des bombardiers moyens avec une vitesse de 365 km/h pour le premier et 410 km/h pour le Dornier 17. Et le célèbre, en bas à gauche, le célèbre Junker 87, dit le Stuka, attaque en piqué, 370 km/h. Il ne va pas très vite, donc il sera pas mal abattu pendant la bataille d'Angleterre. On verra ça au mois de mars. Et vous avez juste à sa gauche le Henschel 126, qui est plus un avion d'observation. En ce qui concerne la France, elle, elle a un appareil phare à cette époque-là, qui est le Morane Saulnier 406. Il va à 485 km/h, à peu près, 5000 mètres. Et vous avez le Curtiss H-75 qu'on a acheté aux Américains, parmi d'autres avions qu'on a achetés, se référer aux avions du Béarn, entre autres. Donc le Curtiss 75, il va y avoir plusieurs versions. Au départ, on va voir le A1, donc c'est un moteur de 950 chevaux. Je vous passe les détails, il va y avoir le A2, le A3, etc. Ça va être vraiment l'appareil qui sera l'appareil phare de la drôle de guerre et aussi de la campagne de France. Et vous avez en dessous un Potet 630 qui est aussi un avion de combat et de chasse de nuit. En ce qui concerne les bombardiers, donc vous voyez, nous, c'était un peu plus archaïque que ce qu'on a vu chez les Allemands. Nous, c'est assez carré.
La loi de l'aérodynamique n'était pas trop utilisée à l'époque. Donc, vous avez en haut à gauche un Marson Block, donc l'ancêtre d'Assaut, je veux dire du nom d'Assaut, qui est un bombardier moyen, 335 km/h. Donc, il se laisse un peu traîner. Il est de 1934. Vous avez à sa droite la Miotte 143, qui est aussi un bombardier moyen, 295 km/h, donc lui, il se traîne encore plus. Et vous avez un bombardier lourd qui est juste en dessous, qui est le Farman F222, qui ressemble à celui qu'on a vu quand on a parlé des avions d'Air France. C'est à peu près le même modèle, mais là en version militaire. Les Anglais, quant à eux, en France, et je parle bien en France, hein, c'est pour ça qu'il n'y a pas le Spitfire dans la slide, en France, ils alignent le Hurricane Mk1, 520 km/h. En dessous, vous avez le Ferret Bentley en Mk1 qui va à 400 km/h et le Lysander. Alors, le Lysander, il est connu pour plusieurs choses, hein. Il va être surtout très connu pendant la Seconde Guerre mondiale pour déposer les résistants, etc., dans les zones de maquis, etc. Voilà, c'était cet avion-là en particulier. La drôle de guerre. Alors, est-ce qu'on peut vraiment parler de la drôle de guerre? Pourquoi? Les pertes imputables à l'ennemi, c'est-à-dire ce que nous avons perdu, je ne parle que des chasseurs, hein, et qui ont été abattus pendant cette drôle de guerre. On perd 93 avions quand même, 85 tués, 25 prisonniers, 30 blessés. Alors, vous voyez que si vous regardez, entre décembre, janvier, février, il ne se passe pas grand-chose. Pourquoi? Parce qu'on a un des hivers les plus terribles de l'époque. Mais j'y reviendrai. Et nous, on n'a pas non plus à rougir parce que on abat 72 appareils allemands entre septembre 39 avril 40, dont 40 Messerschmitt 109, ce qui est pas mal. Septembre 1937, 39, pardon. Première victoire et première perte. En clair, on perd 5 Morane Saulnier 406, on perd 7 Curtis et on a 20 victoires. Alors, le 4 septembre, c'est vraiment la guerre commence. Pour de bon, dans l'après-midi, on a la Luftwaffe remporte 2 victoires. Le 8 septembre, l'affrontement aérien au-dessus de la frontière franco-allemande, c'est la première victoire aérienne en collaboration entre deux personnes, donc l'adjudant Villet et le sergent-chef Cazeneuve du groupe de chasse 2-4. Ils voient tous les deux un ME-109 en commun, donc ils pensent l'abattre. Donc, c'est une victoire officielle pour la France. J'en reviendrai plus en détail pour les victoires officielles, etc. Parce que ça reste un nœud très, très, très important encore de nos jours. Donc, c'est une victoire officielle pour la France, mais la Luftwaffe n'a aucune perte. Cependant, l'avion de Molder, alors Molder, c'était quand même l'as de la campagne de France, de la drôle de guerre même, il a bien été endommagé, il a dû se poser sur le ventre, mais il n'est pas abattu pour les Allemands. Cependant, alors pourquoi les Français pensent qu'ils l'ont abattu? En fait, dès que l'avion était on pouvait mettre une surpuissance, c'est-à-dire pour pouvoir dégager, et en mettant cette surpuissance, ça dégageait une fumée noire. Alors, on suppose que les pilotes pensaient qu'il avait été touché puisqu'il dégageait une fumée noire, donc ils le considéraient comme abattu. Et cette erreur, elle va se perpétuer au fil des mois et ça va entraîner une inflation des victoires, puisqu'on va parler des 1000 victoires, on en parlera plus loin. Et en fin de compte, ce n'est pas du tout ça. Le 9 septembre, vous avez 3 Morane Saulnier 406 du groupe de chasse 1-3, qui est commandé par le lieutenant Lacombe. Alors pourquoi je vous parle de lui? Parce que lui, il se décide d'aller mitrailler un terrain à Sarrebruck. Il va détruire 3 avions au sol, il met à mal diverses installations, il est super content, il rentre avec un sourire. Mais là, le général Pénès, qui commande la zone des opérations aériennes de l'Est, lui le sermonne en disant « Mais de quel droit vous êtes allé bombarder? On ne vous en a pas donné l'ordre. » C'est inadmissible, donc il se fait pourrir, excusez-moi de l'expression. Donc là, effectivement, c'est vraiment une drôle de guerre pour certains. En plus, en septembre, donc on vient de déclarer la guerre à l'Allemagne, début septembre, le 17 septembre, on retire tous les bombardiers. Ils reçoivent l'ordre de regagner les bases à l'arrière. Pourquoi? Pour récupérer du matériel moderne. Et le 20 septembre, la conquête de Pologne s'achève. Donc là, la Luftwaffe n'a plus à se consacrer sur la Pologne. Donc elle va revenir jouer avec nous, si je peux dire. Au niveau des pertes, là, je vous ai mis les unités qui ont été perdues, je veux dire les appareils qui ont été perdus dans les unités. Les unités les plus touchées sont quand même celles d'observation à cause de la lenteur et la vulnérabilité de leur appareil.
En plus, on a 7 Potes 637 qui vont être perdus en 3 semaines. Alors, le Potes 637, c'est une version du 631, mais en version reconnaissance avec l'observateur en dessous, etc. Donc là, ça va vraiment poser une problématique. Cependant, si on regarde le bilan, là, on a encore un avantage entre la Luftwaffe et nous, c'est-à-dire qu'on a quand même 20 victoires. Certes, on a perdu des appareils, on en a perdu 12, mais on a encore l'avantage. Alors, nos lacunes, évidemment, le Morane Saulnier 406, comme je vous disais. Hein. Pourquoi? Parce qu'il est trop lent. Et puis, comme la plupart des avions français de l'époque, ses armes s'enrayent en altitude. Heureusement, il encaisse assez bien les coups, il vire très court, mais il manque de puissance pour suivre les 109, c'est-à-dire en chandelle ou en piqué, ce qui autorise le chasseur allemand à rompre le combat comme il en a envie, quoi. Par contre, le Curtiss H-75, lui, il se fait craindre des pilotes allemands. Mais la première version, la version A1, il n'a que 4 mitrailleuses. Donc ça manque d'arguments pour achever ses victimes, si je peux dire ainsi. L'inconvénient, il sera supprimé puisque sur les autres versions, il aura 6 mitrailleuses. Donc là, pour l'instant, en septembre, on a encore l'avantage. Pourquoi? Parce que la Luftwaffe n'est pas complètement occupée à l'ouest. Elle est surtout de l'autre côté. Octobre 1939, j'ai mis c'est le mois du Henschel parce que c'est l'avion que vous voyez en haut à gauche. La Luftwaffe va en perdre 4 et ils vont perdre un Henkel 111. Donc il y a un net ralentissement en partie de la dégradation des conditions météo, l'hiver particulièrement rigoureux comme je vous disais tout à l'heure, et enfin la diminution des vols d'observation. Pourquoi il y a une diminution des vols d'observation? Car le haut état-major se dit il y a peu de chances que l'Allemagne nous attaque, fait une offensive allemande sur le front ouest. C'est peu probable. Donc, ça ne sert à rien de faire des reconnaissances stratégiques, puisque de toute façon, ils ne viendront pas. Ce qu'ils n'avaient pas tort en octobre. Novembre 1939, je les ai appelés les 9 contre 27, j'y viendrai pourquoi un peu plus bas. Donc en 8 mois, donc de septembre 39 à mai 40, j'en parle vite fait, l'armée de l'air va s'enrichir de 4 nouveaux groupes de chasse. Alors par un curieux hasard, ces 4 unités sont tous formées au cours du mois de novembre 39. Alors je viens à cette histoire des 9 contre 27. C'est la plus belle victoire aérienne de l'armée de l'air de toute la drôle de guerre. Pourquoi? Le 6 novembre 1939, en début d'après-midi, sur le terrain de Toul, il y a 9 pilotes du groupe de chasse 2-5, le Lafayette, pour ça que vous voyez la tête de Sioux, décollent avec leur Curtiss H-75 afin d'assurer une escorte d'un Potes 63-11 d'un groupe de reconnaissance, le 222 pour info. Ils avaient une mission sur la Sarre, au-dessus de la vallée de la Moselle. Les 9 Curtiss se trouvent subitement face à 27 Messerschmitt Bf-109, 9 contre 27. Le combat, il tourne quand même tournoyant s'engage. Il tourne à l'avantage des Français. 4 avions allemands sont abattus. 4 autres sont endommagés. Et nous, on a 2 Curtiss qui sont touchés. Mais on arrive à les ramener à Toul. Ce haut fait restera comme le combat des 9 contre 27. Si vous voulez aller voir plus en détail, je vous invite à aller voir sur Internet où je vous donnerai quelques références de livres à la fin. Au niveau des pertes, évidemment, on perd quand même 3 Morane Saulnier 406 et 3 Curtiss 75. En novembre 1939, on a encore l'avantage par rapport à la Luftwaffe. Décembre 1939, le massacre de la baie d'Allemagne. Le mois de décembre, peu de changements au sein de l'armée de l'air, à une notable exception près. En effet, le 7 décembre, le groupe de chasse 1-3 quitte le front, il se replie à Cannes-Mandelieu pour commencer sa transformation sur Dehautin 520. 2 jours plus tôt, une escadrille expérimentale qui voit le jour au CEMA, donc le centre d'essai du matériel aérien d'Orléans-Briey, pour prendre en compte, lui, le premier exemplaire de série. Par contre, malgré qu'ils replient, ils vont attendre mi-janvier pour percevoir 6 Dehautin 520. Je n'irai pas plus loin dans le commentaire. Janvier 1940, l'offensive du général Hiver. La livraison des avions commandés aux États-Unis a subi de nombreux retards. On l'a vu dans les avions du BRM. Et là, vous allez voir aussi que les premières caisses contenant les Martin 167F, donc les 93, plus 8 Douglas DB7 de la tranche initiale, ils arrivent à Casablanca que le 25 décembre. Et les accessoires indispensables à leur armement, eux, ne sont débarqués que le 26 février. Dès le 2 janvier, l'espace aérien au-dessus de la frontière franco-allemande s'anime quelque peu.
Effectivement, à 13h40, ce jour-là, 7 Bf-109E engagent un combat furtif avec 12 Curtis H-75. Une semaine entière s'est écoulée, il ne se passe pas grand-chose, un redout qui dure 3-4 jours. Mais le 10 janvier, pour les historiens, vous vous rappelez tous que c'est l'incident de Mechelen. L'accident de Mechelen, c'est un avion allemand qui est abattu, il se pose, dedans un officier de l'état-major allemand qui a des documents ultra secrets, le plan jaune, je vous le ferai grâce en allemand puisque je suis très mauvais, détaillant la future attaque que la Belgique, les Pays-Bas, le Luxembourg et la France. Cet événement produit immédiatement une situation de crise pour l'état-major allemand. Il se pourrait que cet incident ait forcé l'état-major allemand à changer ses plans, mais cette hypothèse fait encore débat chez les historiens. Je laisse les historiens répondre à cette question. Janvier 40, toujours, hein, donc au niveau des pertes, donc le 2-7 et le 3-7, ils perdent chacun un avion. Je n'ai pas mis l'hypothèse 63-11 parce que c'est un avion d'observation. Donc on en perd un le 3 janvier et un le 10 janvier. Le mois de février, à l'ouest, rien de nouveau. Petit coin d'humour. En effet, en février 40, aurait dû être marqué par la transformation des groupes de bombardiers sur les O451. Plusieurs unités de bombardement auraient dû être opérationnelles dès les premiers jours de mars, mais ce n'est pas le cas du tout. Les 10 premiers jours de février, on voit persister un froid et un verglas énorme sur le front lorrain, donc il ne se passe pas grand-chose. Le 23 février, sur la frontière franco-allemande, dans le calme le plus plat, règne depuis de nombreuses journées. Et le 24 février, deux Morane-Saulnier du groupe 2-7, le sergent-chef Groupe-Béret et le sergent Bray, réussissent la seule interception française. Du moins, ils jouent à cache-cache avec un DO-17, voir l'avion que j'ai montré tout à l'heure, vers 12h45. Ils le prennent pour un NKEL 111. Le bimoteur s'enfuit. Ils y croient qu'ils l'ont abattu, mais en fin de compte, pas du tout. Il est accordé comme probable, mais il regagne et il n'a même pas essuyé un seul coup de feu. Le mois de mars, un avant-goût du futur. Pourquoi? Parce que ça y est, l'avantage commence à venir à la Luftwaffe. On perd 8 Morane-Saulnier 406 et on n'a que 2 victoires. C'est le premier signe du printemps. L'activité aérienne va reprendre sur un rythme plus élevé qu'au cours des 2 derniers mois. Donc les signes les plus inquiétants, c'est que jusqu'à présent, les avions allemands restaient au-dessus de l'Allemagne. Là, à partir de cette période de mars, ils vont commencer à venir sur le territoire national. Donc là, le mois de mars, c'est vraiment le tournant de la drôle de guerre où la Luftwaffe va venir nous chatouiller. Et le 3 mars, par exemple, à 13h34, toujours Molder, à la tête de son groupe de chasse, 53, lorsqu'il voit à l'est de Metz 12 Morane-Saulnier 406 du groupe de 3 en patrouille, il bénéficie de l'effet de surprise de Molder et Neuhoff qui revendiquent chacun un Morane abattu au-dessus de Didenhofen. Le capitaine Nodi, lui, se rebiffe et il endommage un 109 au-dessus de Boulay-Moselle, qui lui est crédité comme probable. Et en fait, et là aussi du côté allemand sur les victoires, mais un seul Morane est touché. Le 9 mars, 709 Émile se frotte à 14 Morane-Saulnier 406 du groupe 3-1. Et le 3-1, c'est les premiers contacts avec l'ennemi. Ils ont été créés seulement depuis le 15 novembre. Ils n'avaient jamais rencontré l'ennemi. Et l'adjudant Guingaud, sur son Morane, il est touché, il est blessé au bras et il arrive à se poser à Metz. Par contre, le pilote allemand se crédite une victoire confirmée. Mais l'avion n'a pas été abattu, c'est posé. Le bilan des combats aériens entre chasseurs est nettement déficitaire, comme vous pouvez le voir. On a 8 appareils détruits ou fortement endommagés et 4 autres bien endommagés. Le mois d'avril, alors là c'est la dernière répétition, je l'ai écrit en anglais et en allemand pour faire plaisir à tout le monde. La Luftwaffe est tout à fait prête pour la grande offensive qui va être déclenchée le 10 mai. Ce n'est pas exactement le cas pour l'armée de l'air. Elle est très en retard sur sa rivale, début septembre. L'aviation française a comblé une partie de son déficit en avions modernes, fin avril, mais de nombreuses lacunes subsistent. Et au 3 septembre 39, sur 480 chasseurs, pour mémoire, il n'y en avait que 347 qui étaient des Morane-Saulnier 406, soit 70%. Alors là, vous voyez, si vous regardez le tableau ainsi que le graphe, je me suis amusé à faire des virgules 33 parce qu'il y a des avions qui ont été abattus par 3 personnes, par exemple. C'est pour ça que vous voyez que le groupe de chasse 1.5, par exemple, a 5,33 victoires, qui se le partage avec le 3.6 qui est 1,33, etc. Ou le 3.7 à 0,33.
Ainsi donc s'achève en avril 40 cette drôle de guerre, qui en raison de la gravité des événements qui vont survenir le 10 mai jusqu'après, vont s'achever 5 ans plus tard, presque jour pour jour. En fait, la drôle de guerre, elle est quasiment oubliée par tout le monde, ce qui est dommage. Ces unités ont fourni quand même 11 264 sorties. On a eu 2 grands as de la chasse française, le sergent Legrand et le chef Salès, même s'ils n'ont que 4 victoires, on ne peut pas appeler ça des as, puisqu'il faut en avoir 5. Le lieutenant Plubeau et l'adjudant-Villers ont 3 victoires. Je parle bien jusqu'en avril 40, on ne parle pas de toute la campagne de France. Et du côté allemand, Gensen et Molder se partagent la tête du palmarès, 9 victoires tous les deux, mais Gensen, lui, en a remporté 7 en Pologne, que Molder, les 9 victoires, il les a remportées pendant la drôle de guerre. Du côté anglais, Horton et Ken ont 5 victoires homologuées chacun. J'ai vu qu'il y avait des questions, mais je répondrai à la fin. Au niveau de la campagne de France. Alors, la campagne de France, la répartition des avions de chasse modernes, en première ligne, nous avons 912 appareils, ce qui fait en tout, tout confondu, donc première ligne hors métropole, c'est-à-dire en outre-mer, en intérieur, c'est-à-dire en repli, ou dans nos réserves, ça nous fait 2001 appareils. Entre-temps, l'industrie va nous livrer 627 appareils, ce qui va faire qu'on aura 2628 appareils. Le 9 mai, l'armée de l'air, comme vous le voyez, dispose de 912 chasseurs monomoteurs dans ces unités métropolitaines. Il reste encore 412 Morane-Saulnier 406, 45%. Les Curtiss, on est à 122, 126, donc on est quasiment pareil, mais on a une version améliorée. On est déjà à la version A3. Plus grave, c'est la situation sur le seul chasseur français qui est réellement capable de lutter sur un pied d'égalité avec les 1000, c'est-à-dire le De Hautine 520. Et le De Hautine 520, il n'y en a que 57. Il est retardé pour de nombreuses difficultés de toute nature, par des cadences en dents de scie. Enfin bref, il y a eu beaucoup de lenteur. Le groupe de chasse 1-3, donc comme je vous disais tout à l'heure, la première unité transformée, elle n'est toujours pas opérationnelle parce qu'elle n'a que 34 avions bons de guerre. Bon de guerre, ça veut dire qu'il a l'armement, le viseur, tout est prêt. Sur les 197 blocs, par exemple 151 et 152, les 197, qui sont équipés, qui sont déjà dans les groupes, dans différents groupes, le 1-1, etc., les 2/3 sont considérés comme impropres en mission de guerre. Manque d'armement, sabotage de l'armement, les viseurs absents, enfin bref, pléthore de problèmes. En ce qui concerne les avions de bombardement, donc le Léo 451, qui est quand même l'avion phare, on va dire, entre guillemets, il n'y en a que 94. Et en tout, on a 564 appareils. Les avions de renseignement, donc le Potes 637, etc., le 63-11, en tout, tout confondu, on est à 1063. Alors, mai 1940, j'ai mis mauvais temps pour le Henkel 111. Vous en avez un en photo là en bas abattu, j'ai fait exprès de le mettre. Malgré tout, l'armée de l'air va remporter 387 victoires, dont 141 pour le Curtiss 75. Et le Morane-Saulnier, l'air de rien, 126 victoires quand même. Et il y a 104 Henkel 111 qui sont au tapis et 79 BF 109. En ce qui concerne l'activité de juin, en juin, on a 247 victoires, 88 BF 109. Alors, il faut savoir qu'à ce moment-là, on commence à reculer. L'activité est importante, mais la fatigue commence à se faire sentir. Le fait de reculer du terrain n'aide pas beaucoup. À ce sujet, je vous invite à lire, alors je ne sais pas si on le trouve facilement, moi je l'ai trouvé à la déchetterie, j'ai eu une chance bol ce jour-là, la Chasseur du ciel du capitaine Accard, qui donne bien l'ambiance de l'époque, de voir Reguet se poser là où on peut, etc. Les mécanos qui essayent de rejoindre, etc. C'était loin d'être facile. Alors le bilan, la vérité, elle est où? Parce que je sais bien qu'on va me poser cette question sur les 1000 victoires. Je ne sais pas y répondre. Soit on se base sur Ciel de gloire et les Aiglons, ce que moi j'ai fait, ou la drôle de guerre, c'est 72 appareils, en mai 40, 387, en juin 40, 247, ce qui fait un total de 706 confirmés. Je ne parle pas des probables. Après, il y a la théorie des 1000 victoires. Alors, si vous allez voir son livre, il nous annonce 1003 avions. La Luftwaffe,
Elle annonce 1300 appareils hors d'état de nuire. J'y viendrai en détail. Arnaud Gillet. Alors Arnaud Gillet, il a écrit un livre où il parle de lui, où il n'y aurait eu que 355 victoires. Alors je ne suis pas trop d'accord avec lui, je serais ravi de discuter avec lui de ses sources, voir comment il a trouvé, etc. Parce que par exemple, il annonce que le groupe de chasse de 10 ne s'est vu homologuer aucune victoire. Or, sur les 15 qu'il a revendiqués, le 5 juin 1940, il y a bien des appareils de la Luftwaffe qui sont bel et bien tombés. Donc, je reste assez sceptique sur son compte. Mais pourquoi pas? Tout est sujet de la discussion. Patrick Facon, qui est le spécialiste de l'époque, paix à son âme, lui annonce 82 victoires à la drôle de guerre. C'est là où je ne suis pas trop d'accord. 355 en mai, 239 en juin, ça fait 676. On est quand même à peu près la même chose. Et le général Darcourt, lui, dans son bulletin de renseignement du 20 juillet 1940, effectivement, il faut gonfler aussi, il annonce 675 victoires, plus 244 probables, on est à 919. En tout cas, ce que je peux dire, et ce que j'en suis même sûr, c'est que la Luftwaffe lui manquera un peu plus de 1000 avions pour la deuxième phase, c'est-à-dire la bataille d'Angleterre. Et 1000 avions en moins, ce n'est pas négligeable. J'en parlerai dans le volet 2 quand j'évoquerai la bataille d'Angleterre. Et il faut aussi parler de nos pertes. Effectivement, on a quand même perdu entre le 10 mai et le 25 juin 874 appareils. Alors 949 en combat, 135 au sol, 122 en accident, ça fait quand même 506 avions de chasse au tapis. Alors mes sources, déjà je tiens à remercier Yann Cadaris d'Aérojournal qui m'a autorisé de mettre des photos, etc., qui venaient de son livre, de ses magazines. Sylvie Brodet-Ledé des éditions Lela, Presse, qui m'a aussi donné son autorisation. Alexis Rocher du Fanat de l'aviation, parce que le Fanat de l'aviation, c'est la Bible. Moi, en tout cas, je trouve que c'est très bien. Je l'achète tous les mois et j'ai récupéré tous les numéros depuis le numéro 1. Daniel Béchenec, qui est le dessinateur par excellence et qui fait des super dessins et que j'ai mis aussi ici et que sur d'autres conférences. Lionel Persing, le spécialiste du Curtis H75, qui est un ami. Et puis Laurent Parra, que j'ai découvert, qui habite pas trop loin de chez moi, puisqu'il habite Nancy, et qui a fait son site cieldegloire.com, que je trouve très intéressant. Et Gabriel Magnier du SHD, évidemment, du service historique de la Défense. Donc les livres qui sont vraiment intéressants à voir, c'est Les Aiglons, qui vous donne à peu près la campagne de France, Aérojournal, bon, tout ça, ce sont des magazines, mais sinon, il y a les 1000 victoires, on n'en prend qu'une partie. Le livre de Giglet que je disais tout à l'heure sur les victoires de l'aviation de chasse française. Chasseurs de vue, on attaque, c'est intéressant aussi de le voir. Histoire de l'aviation militaire française, parce que ça parle, c'est écrit par des anciens, et donc c'est intéressant de voir. L'armée de l'air dans la tourmente de Patrick Facon, qui est vraiment très intéressant. Donc, qu'est-ce qu'on verra après, puisque a priori, c'est les vacances vendredi. Donc, au mois de mars, quand on se revoit, je parlerai de la bataille d'Angleterre, des Français qui ont participé à la bataille d'Angleterre, il y en a eu, les forces aériennes françaises libres. La semaine d'après, le volet 3, on parlera de l'armée de l'air de Vichy, la campagne de Syrie et l'opération Torche. Et le volet 4, le renouveau de l'armée de l'air, les ailes de la victoire. On a bouté les nazis qui devaient durer 1000 ans, tant mieux, et la situation au 8 mai 1945. Donc, je terminerai par non, le ciel n'était pas vide. Donc là, je vous montre par exemple, vous avez le commandant, le capitaine Accard, le Camille Plutbeau qui est juste à côté de lui, ou Marin Lamesselet, Le Glohan et compagnie, des gens qu'on va voir au Normandie, Yémen, Gauthier qui sera chef d'état-major de l'armée de l'air dans les années 80. Pardon. Voilà, j'en ai terminé. Est-ce que vous avez des questions? J'espère ne pas avoir été trop long, 33 minutes, donc ça va. Merci beaucoup, Nicolas. Comment ça se fait qu'il y a eu assez peu d'avions finalement dans la drôle de guerre? J'aurais pu comprendre que ce soit pas une guerre du tout et qu'il y ait 0 victoire, 0 défaite, mais qu'il y en ait. Comment tu expliques que finalement il y a quelques avions engagés dans le conflit, mais pas beaucoup? Alors, premièrement, parce que rien ne se passe au-dessus du territoire national. Tout se fait au niveau de l'Allemagne. Donc, il faut avoir, comme tu as vu tout à l'heure, rien que pour aller attaquer un terrain militaire, si on n'a pas reçu les ordres, on se fait enguirlander, etc. Donc, s'il n'y a pas d'avion, on va pas, on intercepte que s'il y a des avions. Si on n'est pas menacé, on n'attaque pas.
Et c'est ça la problématique de la drôle de guerre, c'est que, et qui sera aussi une problématique après, c'est que au lieu d'avancer et d'aller voir ce qui se passe en Allemagne, peut-être qu'on ne pouvait pas, je ne sais pas, mais au lieu de ça, on est resté sur nos bases et tant que l'avion allemand n'était pas proche, on ne faisait rien. Ça va être vrai après, même en mai-juin 40, c'est-à-dire que les régions vont être coupées en plusieurs zones aériennes, ce qui fait que tous les avions de cette zone aérienne, s'ils sont pris par les avions allemands et qui sont submergés, les avions de la zone en dessous n'interviennent pas parce qu'ils ne reçoivent pas l'ordre. C'est un truc qui semble aberrant. Il faut voir ce que disait dans, tu sais, l'histoire de l'aviation qu'on voit en vidéo. Regarde ce que dit Pierre Cotte sur le Gérald Villemin. On peut penser ce qu'on veut de Pierre Cotte, mais il a quand même raison sur certains points, quoi. Excuse-moi, je pose une question. La plupart donc, des combats dont tu me parles ont lieu au-dessus de l'Allemagne, si j'ai bien compris, c'est ça? À la frontière. Alors après, les avions, effectivement, des fois, il n'y a pas de frontière hein, là-haut. Donc, ils arrivent au-dessus de la France, ça arrive. Je parle jusqu'en avril 40. Hein. Et est-ce qu'il n'y a pas aussi des engagements en Norvège? Parce qu'à ce moment-là, les Français et les Britanniques combattent les Allemands en Norvège pendant la drôle de guerre. Et je suppose qu'ils avaient des avions sur place. Je ne suis pas sûr qu'il y avait... qu'il y ait des avions. Ce que je sais en Finlande, c'est surtout la 13e DBLE, donc la Légion étrangère, des marins, etc. Mais je ne crois pas qu'il y ait d'avions. Déjà par les autonomies, etc., je ne crois pas qu'on soit capable d'envoyer des avions aussi loin. Moi, j'avais une question sur la production des Wattin 520. Il a été écrit notamment dans la monographie sur le des 520 je ne sais plus de. Oui, je vois très bien. Tu vois quoi qu'il y a eu après l'accord germano-soviétique des malfaçons, voire des sabotages, et que la production a été ralentie à cause de ça. Alors, tu parles pendant la drôle de guerre, c'est-à-dire ou tu parles après quand on est envahi? Non, pendant la drôle de guerre, c'est-à-dire... Pendant la drôle de guerre, effectivement, il y a eu des sabotages, que ce soit de Wattin 500. Il y a même eu un équipage, alors je ne sais plus sur quel type d'avion, qui avait été saboté et ils se sont tués et on s'est rendu compte qu'il y avait eu des sabotages en usine. Effectivement, mais est-ce qu'il y a eu tant de sabotage que ça sur la production de Wattin 520? Je ne sais pas. Il y a eu beaucoup de retard quand même. Il y a eu des choses qui, comme je disais tout à l'heure, la livraison d'appareils, et puis on leur donne que le matériel de l'armement qu'en février, que les avions sont déjà là depuis décembre. Là, on livre des avions sans hélice, donc il faut mettre une hélice, on les ramène, on enlève l'hélice, on va rechercher les autres avions, on remet l'hélice, les sablotages, c'est-à-dire que l'armement soit bien sabloté. Alors, comment on dit ça dans un langage civil? Que les armes se tirent dans le même endroit qu'on veut, des fois, ce n'était pas le cas, ce qui fait qu'il y a une mitrailleuse qui va tirer par là, puis une qui va tirer par là, donc ce n'est pas sabloté. Les viseurs, il y en a qui n'en a pas. Il y a eu une grosse problématique quand même. C'est pour ça que ce n'était pas des bons de guerre pour certains. Et puis, il faut les former. Après, les pilotes qui arrivent sur des 520, ça ne se forme pas en claquant des doigts. Ce n'est pas le même avion, ce n'est pas la même vitesse. Il y a plein d'éléments qui interviennent. Merci. Alors, il y a d'autres questions. Peut-être que vous pouvez les dire vous-même, vos questions, Bertrand, Serge. Là, vous avez écrit des choses. Moi, je l'ai posé, c'est bon. Pourquoi je ne les vois pas? Remonter. Oui, donc ma question, c'était de savoir, d'une façon plus globale, l'effort de la Luftwaffe, est-ce qu'il a porté en priorité sur les terrains d'aviation, sur des équipements, sur les usines aéronautiques, etc. Est-ce qu'il y avait une vraie stratégie contre le système défensif aérien français? Et nous, de notre côté, qu'est-ce qu'on a fait contre le leur? Pas seulement en termes de combat aérien. Alors, si on parle entre septembre 39 et puis avril 40, la France, on a, hormis, alors j'ai plus la date, mais on a l'aéronaval part bombarder Berlin, mais ça a été comme ça, et
mais il y a eu très peu de choses. La Luftwaffe, effectivement, à partir d'avril, va commencer à bombarder, nos avions au sol, va bombarder, pas les usines, parce que les usines sont quand même assez loin, mais elle va bombarder les avions au sol, les Stuka vont nous attaquer aussi. Il va y avoir quand même une politique de destruction. Et puis, il y a, si on peut appeler ça le Blitzkrieg, hein, parce que bon, ça reste, il y a encore une polémique à ce sujet, mais le Stuka avec le char, donc il est aussi appuyé, il appuie les troupes au sol. Et souvent, il y en a plein qui disent, bon, on n'a pas vu d'avion, pourtant les avions étaient bien là, mais ils étaient à très haute altitude. Et les bombardiers ont été là, et ils ont tellement avancé vite aussi que, à force, ils bombardaient plus nos terrains, puisqu'on reculait, on reculait. Et on se posait là où on pouvait, les mécanos n'étaient pas toujours là, les journaux de marche et des opérations ont disparu pour certains parce qu'on ne sait plus qui avait quoi. Mon grand-père qui a fait la campagne de 40, j'avais repris sa correspondance avec son commandant d'unité. Son commandant d'unité, c'était où est passée ma cantine. Pendant toute la correspondance que j'ai retrouvée, alors je ne sais pas ce qu'avait raconté mon grand-père puisque je n'ai pas ce côté-là, mais de l'autre côté, c'est où est passée ma cantine. Donc je ne sais pas s'il l'a retrouvée sa cantine, j'espère que oui. On a une idée de la quantité de matériel bon pour le service qui a été perdu au sol? Alors, il faudrait voir plus en arrière. Je ne sais pas si je peux revenir en arrière. Ici, vous avez au sol 234, entre le 10 mai et le 25 juin 40, au sol, vous avez 234 appareils au tapis. Et mon autre question, c'était les sabotages. Est-ce qu'on en sait un peu plus sur qui a fait quoi et pourquoi? Ça reste un peu... alors, qui a fait quoi? Après, il y avait des ordres de Moscou, a priori, hein, pour certains sécuritaires. Tout le monde n'a pas suivi les ordres de Moscou. Hein. Donc après, c'est assez problématique d'entrer dans ce débat qui est assez compliqué parce qu'on ne sait pas trop. Et puis, il y a des choses qui ont disparu. Je vais pas, et puis c'est un peu politique là. Je risque de m'enfoncer sur un truc où je maîtrise pas le sujet. Je vais pas me mettre tous les communistes sur le dos parce que j'en sais rien. Donc je vais pas leur dire. Pour moi, c'est pas une question de communisme, hein, c'est juste de savoir qui fait quoi. Non, mais je dis parce que c'est les syndicats qui ont donné l'ordre et les syndicats étaient parce que pourquoi? Parce qu'ils voulaient aussi qu'ils ne voulaient pas de guerre du tout. Et puis il y avait le pacte germano-soviétique aussi qui a fait que. Oui, et puis tu as raison. Et puis le Parti communiste français à l'époque était sous les ordres de Staline, de Moscou en fait. Oui. Et c'était l'un des plus proches. Hein. Il a été pendant très longtemps, mais là, on va rentrer dans un sujet que je ne voudrais pas rentrer, quoi, parce que je maîtrise pas tout le sujet et puis je voudrais pas blesser qui que ce soit ou dire des choses qui pourraient être faux. Non, mais bien sûr. Donc, je préfère ne pas Je sais qu'il y a eu des sabotages et ça a été reconnu. Il y a eu un équipage qui en a perdu la vie, ça c'est clair et net. Maintenant, je n'irai pas plus loin parce que j'en sais pas plus, quoi. Ça sera plus simple quand je parlerai de la bataille d'Angleterre et des forces aériennes françaises libres. Il n'y a pas de sabotage. Par contre, avec le troisième volet avec l'armée de l'air de Vichy, ça va être aussi compliqué parce qu'il y a la politique. Merci. Je vous en prie. Question de François-Xavier. Est-ce que des As allemands de la guerre d'Espagne ont été abattus par des pilotes français? Alors ça, je ne connais pas la réponse. Par contre, est-ce qu'il y a des As qui ont fait cette campagne? Effectivement, ils ont fait aussi la campagne de France. Galland, par exemple, pour ne citer que lui. Hein, il a fait la guerre d'Espagne, la campagne de Pologne, la campagne de France, la bataille d'Angleterre. Ce qui fait que, voilà, général a 39 ans, un allume-cigare et un cendrier dans son avion, etc. etc. Un très beau livre à lire, c'est Mes combats. Jusqu'au bout sur nos Messerschmitt. Mes combats, c'est René Fonck, pardon. Jusqu'au bout de nos Messerschmitt. C'est très intéressant. Aussi, il est trouvé à la déchetterie. En parlant de Fonck, est-ce qu'on sait quelque chose des trois As de la Première Guerre mondiale qui étaient aussi dans la Deuxième Guerre mondiale? Ça, tu le verras tu verras ça dans le volet 2, je te le dirai de vive voix. J'ai un gros mot qui me traverse l'esprit, mais je ne te le dirai pas, Olivier.
D'autres questions? Oui, moi je voulais savoir si on avait des comparatifs des qualités de vol et des spécificités de pilotage des principaux chasseurs français, donc le Bloc 152, le 406, le Curtiss, bon, et puis le Voitin. Alors, il doit y avoir des abats qui expliquent leur capacité. Bon, c'est sûr que le Voitin 520 restera le meilleur avion, que ce soit en puissance. Il a un canon dans la casserole, au niveau de l'armement, ça c'est clair. Le Curtiss 75, l'air de rien, alors peut-être que les pilotes y ont joué aussi, hein, ont eu quand même de sacrées belles victoires, d'où le livre de Hackard qui est vraiment très intéressant de voir. Et chaque fois, ils le disent, ils appuient sur la queue de détente, ils ont l'impression qu'il ne se passe rien, que le Messerschmitt, il continue parce que c'est de la mitrailleuse, quoi. Et sur un avion, il faut plus du canon, quoi. Et alors, le Morane-Saulnier 406, il allait quand même plus ou moins vite, mais pas assez pour l'époque, il était déjà dépassé. Et puis, il n'arrivait pas à suivre le 109, hein, en chandelle ou en piqué. Le 109 partait et c'était terminé, quoi. L'avantage, c'est qu'on pouvait lui tirer dessus, il arrivait plus ou moins à s'en sortir, mais ça ne suffit pas, quoi. Se prendre des coups, mais pas en donner, c'est bien 5 minutes, mais... J'ai lu quelque part que le De Voitin 520, il avait une charge à l'air assez élevée, ce qui rendait son pilotage un peu plus pointu. Ah, je pense que le pilotage va être pointu, puisque les pilotes ont vraiment eu du mal à se former dessus. Après, vous avez des gens comme Le Gloan, c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais parce que c'est un oubli, mais le Gloan, bon, après, c'est des avions italiens, donc ça a été un peu plus facile. Les pilotes, c'était pas les mêmes, les avions, c'était pas les mêmes, donc il en a abattu 5, a priori, parce que là aussi, il y a une polémique sur ça. Et puis les deux Voitin 520, on le verra dans l'épisode 3, en Syrie, le Gloan, entre autres, et d'autres, hein, Captain Richard, j'en parlerai aussi, de cet as. La particularité de cet as, c'est qu'il n'a abattu aucun avion allemand. Il n'a abattu que des avions anglais. Et il a confronté des hurricanes, etc. Et ils s'en ont bien sortis, quoi. Pour la petite histoire, j'ai quelques pièces de Fiat CR42 italien, donc, à la maison, dans les Vosges, du côté de Ah, Saint-Denis. on est voisins alors, dans Nous les sommes Vosges. voisins, oui, mais je vis dans le sud-ouest. Ah, d'accord. Il faut pas me dire ça, je vais venir en cachette chez vous. Non, mais les pièces sont à Saint-Dié. Ah, d'accord. Bon, puisqu'on parle de pièces, moi j'ai des pièces de 109, mais bon. Moi de Mirage 3. Bon. Ouais. Il y a une question intéressante de Jessica. Est-ce qu'on connaît l'impact de l'aviation civile, civile, je reprends. Est-ce qu'on connaît l'impact de l'aviation française sur la progression ou le retrait des troupes françaises au sol? L'impact, zéro. Zéro parce que ça a tellement été vite, parce qu'à partir du mois de mai et jusqu'à juin, les troupes au sol ont eu l'impression qu'il n'y avait pas d'armée de l'air. Ça s'est beaucoup passé en très haute altitude, mais ils n'ont pas. Il y a eu des assauts il y a eu des assauts au sol, etc. Mais ça n'a pas donné d'impact. Vous prenez Abbeville 40, on ne parle pas d'aviation. La bataille de Stone, on ne parle pas d'aviation, parce qu'il y a eu quelques batailles avec des succès tactiques, on va dire, mais limités. Mais non, l'aviation ne va pas freiner l'avance. En tout cas, c'est mon avis. Après, je me trompe peut-être, hein. Oui, Et Damien. même avant septembre ou novembre 1939. Il ne se passait rien là. Donc, les troupes, ils sont restés en attente, hein, les troupes au sol. C'est peut-être là où il aurait fallu faire quelque chose, mais c'est facile de refaire l'histoire quand on connaît, le but final. De dire, ils avaient qu'à envoyer du monde en Allemagne. C'est facile à dire, mais Respecter déjà les traités qu'ils avaient avec la Pologne, ça aurait été bien. Et puis les traités avec la Belgique, hein, non-agression de la Belgique normalement. Hein, donc, Tout à fait. Alors, on oublie souvent ce facteur quand on parle de la débâcle, mais il y avait des frictions diplomatiques entre la France et la Belgique et la Pologne qui sont assez importantes à ce moment-là et qui du coup empêchent
empêche de pouvoir être vraiment coordonné et concerté avec eux. Pas oublier déjà, la ligne de, pas oublier- la ligne Maginot, par exemple, hein, ils ne voulaient pas, les Belges, que la ligne Maginot continue sur leur côté. Voilà. C'est- Donc la question c'est est-ce qu'on blinde la frontière belge ou est-ce qu'on rentre l'armée en Belgique, sachant que les Belges ne veulent pas nous laisser rentrer, etc. Pour ce qui est de la Pologne, pas oublier qu'à la conférence de Munich, la Pologne prend un bout de la Tchécoslovaquie. Donc là, voilà, il n'y a pas d'alliance d'entente possible entre les Polonais et les Tchécoslovaques. Du coup, il devait être l'alliance de revers, l'unité de proximité contre l'Allemagne ne marche plus. Ça, c'est encore dans la mémoire en septembre. Vas-y, Damien, parce que tu veux parler. T'as pas mis ton micro. Je t'entends pas. Damien. Vous m'entendez pas du tout? Ah, là, oui. Ça y est. Bon, désolé. Oui, je voulais savoir si vous aviez un peu plus d'éléments par rapport au commandement. Vous faisiez référence à Villemin tout à l'heure, et je sais que dans les succès allemands, une partie de l'explication avancée, ça a été souvent la bonne coordination et la bonne prise en compte de la façon de mener la guerre moderne, et notamment en articulant à la fois les forces aériennes avec le déploiement au sol. Et bon, l'association chars avion qui a très certainement facilité la progression allemande. Est-ce que vous auriez du coup davantage d'éléments sur le commandement français, donc en particulier Villemin, mais plus généralement le commandement? Alors, déjà, comme l'a évoqué le colonel Antoine la semaine dernière, entre l'armée de l'air et les terriens, la discussion est très compliquée. Ce qui fait qu'il ne va pas y avoir de coordination entre l'armée de l'air et l'armée de terre. Il y en a un qui veut prendre le dessus sur l'autre chaque fois, ce qui fait que, et puis déjà, il n'y a pas de coordination. Il n'y a pas de moyen de dire on a besoin de nos jours, avec la liaison 16, etc. Les troupes au sol disent on a besoin d'un appui-feu à tel endroit, à tel endroit. L'ennemi se trouve à tel truc, on fait un panotage, etc. Et le Mirage 2000 sait où est-ce qu'il va taper, et il y a une liaison et on peut parler avec le pilote, avec les JTAC, etc. À l'époque, il n'y a pas de discussion entre cette armée de terre et cette armée de l'air, ce qui fait qu'ils ne se parlent pas entre eux. Et c'est ça la problématique et l'intelligence de situation. Il ne faudrait pas dire ça. La problématique, c'est par rapport aux Allemands qui, eux, ont compris effectivement la guerre moderne et une guerre mobile, Guderian le disait déjà dans ses livres, une guerre mécanique et qui avance, etc., et qui va vite. Nous, on était plus encore sur des actions défensives et sans coordination entre les avions et les troupes au sol. Ça, c'est clair et net. Il n'y avait pas de coordination par moyen de radio, etc. Ce qui est dommage parce qu'en 14, il y en avait eu un petit peu. En 1910, rappelez-vous, avec les premières manœuvres de 1910, où on avait mis une TSF, donc une transmission sans fil, donc on arrivait à discuter entre les troupes au sol et les avions. Et là, ça ne s'est pas fait. Alors, il y a eu peut-être avec les sections d'assaut, mais encore, c'était plus il faut détruire tel pont, tel pont, tel pont, etc. C'était plus pour une point clé du terrain parce que le haut commandement disait détruisez les ponts, par exemple, pour que les Allemands ne passent pas. Sauf que les Allemands avaient des ponts mobiles. Des ponts mobiles, c'est-à-dire des constructions de ponts, etc. Je ne sais pas si je réponds vraiment à ta question, Damien, mais... Non, si, c'est très bien. Comme je suis tout à fait ignare sur la période, donc c'est déjà beaucoup. Après, je veux surtout porter de jugement parce que c'est trop facile et puis parce que j'ai un regard de 2021, c'est trop facile de dire. Et moi, je veux surtout pas dire parce que voilà, c'était pas évident. Et puis cette armée de l'air est quand même jeune. Hein. Je rappelle qu'elle est 33, 34, ce qui fait qu'elle est quand même très très jeune. Elle est issue de l'armée de terre. Il y a quand même encore des dissidences entre eux, quoi. Hein, qui y aura Oui, encore mais jusqu'à bon, nos jours. Hein. Oui, mais ça, c'est pas véritablement une excuse, parce qu'au final, en Allemagne, c'est pareil. Donc, bon, Je sais pas trop si en Allemagne il y avait cette guerre des boutons. Bon, elle existe si. encore un petit peu sur certains points, puisque quand j'ai fait l'école de guerre, mon binôme était de l'armée de terre allemande. Et une fois, on avait une conférence sur un truc, et il y avait un gars de la marine, et il lui avait dit, mais la marine en 40, la marine allemande en 40, on ne vous a pas beaucoup vu. Et il disait ça en rigolant.
Puis alors moi, il m'embêtait avec ça. Donc, bon, enfin bref. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Pas de problème. Et du coup, si je peux me permettre, tant que j'ai le micro, par rapport, en fait, j'ai pas la référence par rapport à ce que vous disiez par rapport à Pierre Cotte et Villemain tout à l'heure. Alors, je vous invite, alors si vous ne les avez pas, il faudra qu'on voit comment on peut faire, et je vous les enverrai par mail en WeTransfer. Vous avez Histoire de l'aviation de Costel, qui est vraiment La Bible. La Bible. Ça a été tourné dans les fin des années 70. Beaucoup d'anciens qui étaient encore vivants à l'époque, qui étaient au musée de l'air et de l'espace. Et c'est, je ne sais plus combien il y a de volets. Et à un moment, Pierre Cotte parle de Villemain en disant Villemain, ça ne va pas lui plaire ce que je vais dire, mais il ne comprenait rien à ce qui se passait, quoi. En gros, c'est ce qu'il dit, quoi. Et non, c'est vraiment très. Et moi, j'ai grandi là, avec ça. Pas que quand ça a été tourné, j'avais 4-5 ans, mais je les ai regardés bien après. Et en fait, on n'a jamais rien fait de mieux. En plus, ils avaient interviewé des gens ils ont interviewé Franz de Franz Ekeno, ils ont interviewé des aviateurs allemands, ils ont interviewé Klostermann, ils ont Camille Plubot, qu'on voit, qui explique la campagne de 40, etc. Et qui, lui, est convaincu des 1000 victoires, par exemple, et qui était présent. Vous voyez, voilà, c'était. Après, c'est aussi des gens qui ont besoin de se justifier a posteriori. Si Pierre Cotte dit que Villemain n'a rien compris, c'est aussi parce que ça lui permet de se dédouaner un peu de tout ça. Tout à fait. Et bon, après, Cotte n'avait plus grand-chose à voir dans l'histoire. Sauf, après, il y a eu Rotonde, mais Rotonde, ça a été vite mis. Quand il y a eu le tribunal, après, c'est tombé parce que quand ils ont attaqué le Front populaire, en fin de compte, le Front populaire, comme tout le monde sait, ils avaient remonté les budgets de la défense, etc. Donc, ça n'a pas tenu longtemps. Merci beaucoup. J'ai d'ailleurs une remarque sur les Costel. Ils sont disponibles sur YouTube gratuitement, tous sauf un épisode qui n'est pas sur YouTube, qui est le numéro 2 de mémoire. Et voilà, si vous nous le demandez, on vous le donnera. Il faut vraiment aller regarder les 6 épisodes de Costel, c'est extraordinaire.